Bonsoir à tous, nous voici de retour pour un deuxième numéro de Polygone. Ce soir, on va parler du domaine de la santé après la première vague du Covid-19. Alors que retient-on de ces premiers mois difficiles? Comment se portent les hôpitaux de notre secteur? Et puis que reste-t-il encore à améliorer dans notre système de santé? Pour en parler et surtout en débattre, on accueille sur ce plateau au cœur de la rédaction de la chaîne plusieurs invités. Nous avons Madame la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Triss. Nous avons Monique François, secrétaire générale FO de l'hôpital Robert Pax. Nous avons également le docteur Frédéric Tripsch, donc psychiatre et praticien hospitalier au CHS de Sarreguemines, et Tiffany Niederlander. Vous êtes aide-soignante à l'hôpital de Forbach et vous avez été touchée par le coronavirus. Alors bonjour à vous quatre, merci déjà d'être sur notre plateau. Alors on le voit, thématique oblige aussi, vous êtes masqués. Mais je tenais à préciser aussi à nos téléspectateurs que nous avons gardé nos distances, que sur ce plateau également nous sommes à distance respectable et nous sommes dans un endroit qui respecte les mesures données pour les dérogations de chaînes de télévision. Et vous téléspectateurs, vous pouvez réagir tout au long de notre émission, poser des questions à nos invités sur notre page Facebook. N'hésitez pas. Alors pour démarrer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Vous l'avez vu, notre thématique c'est Covid-19, les blouses blanches et citoyens ne lâchent rien. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on lâche rien? Oui, effectivement, on ne lâche rien, il ne faut surtout rien lâcher, que ce soit les blouses blanches qui n'ont rien lâché depuis le début et les citoyens avec ce qu'on sait maintenant de la Covid-19, il faut absolument qu'on reste solidaires tous ensemble pour avancer malgré la circulation du virus. La vigilance reste de mise naturellement dans notre domaine d'intervention, que ce soit à l'hôpital ou dans les cabinets libéraux. Donc effectivement, on a toujours des mesures très strictes d'isolement. Quand une personne arrive à l'hôpital, on les garde pendant au moins 24 heures en isolement, le temps d'avoir le résultat du test sérologique. Naturellement, on a aussi tout un protocole par rapport aux consultations avec les gestes barrières, avec la désinfection qui continue d'être appliquée, qui fait qu'effectivement on fonctionne, on va dire à 80% de notre régime habituel, puisqu'il faut un peu plus de temps, avec des salles d'attente qui sont disposées aussi de façon différente. Bien sûr, la vigilance reste toujours d'actualité. Ouais. De votre côté, Monique François? Moi, je dirais que le personnel a fait ses preuves. On a bien vu au moment de la crise la solidarité entre les équipes. L'hôpital a su se réinventer. Sincèrement, c'est donner tous les moyens de faire face à cette situation qui était très violente. Et on ne peut que saluer la volonté des personnels médicaux et paramédicaux de notre hôpital et des hôpitaux de la région de Sarreguemines et de la France de toute façon. Mais ça a été un moment très difficile à gérer, mais les gens, ils y sont allés, comme on avait dit, on est parti au front. C'était vraiment ça. Tout à fait. Et vous, Tiffany? Moi, je suis soignante, donc je suis sur le terrain. Et on garde vraiment nos précautions et tout ça, parce qu'on veut tout faire pour éviter surtout une seconde vague, quoi. Est-ce qu'il y a encore des choses aujourd'hui qui sont inquiétantes, d'autres qui sont plus rassurantes? Ce qui est, j'allais dire, rassurant, c'est qu'effectivement, on sait que les gestes barrières, on les a inculqués, on s'en est emparé, et ça fait partie d'une responsabilité de chacun en fait. Donc je rappelle effectivement les gestes barrières, c'est d'abord se laver les mains, c'est la distanciation physique, et puis c'est le port du masque lorsqu'on est dans un milieu clos ou lorsqu'il y a une trop grande promiscuité dans certaines rues, dans les centres-villes. C'est vraiment, il faut vivre avec ça en attendant un vaccin par exemple, donc ça c'est rassurant. En plus effectivement, comme vous l'évoquiez, maintenant on sait à quoi s'en tenir et je crois que le personnel soignant qui à l'époque ne savait pas à quoi s'en tenir a tenu bon, donc oui ça c'est plutôt rassurant pour éviter à tout prix, comme vous le disiez, cette seconde vague. C'est là que je dirais qu'il ne faut rien lâcher. Voilà, absolument. Il faut rester dans cette continuité et prendre les choses très au sérieux parce que les personnels soignants ont très peur de la deuxième vague et comptent sur la société civile pour faire les efforts, pour faire face à et surtout éviter cette situation. Donc, comme le rappelait Madame Triss, faisons les gestes barrières en permanence. Une fois de trop, en tout cas, c'est un bon rappel en début d'émission. On va en parler de toute façon tout au long de cette émission. On a 1 heure pour ça. Je vous propose de revoir d'ailleurs quelques minutes des images fortes qui se sont déroulées entre la mi-mars et le déconfinement. Des images où on n'a pas forcément la joie de s'en rappeler, mais on doit les garder en mémoire parce que c'est aussi celles-ci qui construisent notre avenir. Et c'est Yannick Sûr qui vous fait le récit.
Tout commence début mars. Alors que la menace du coronavirus est minimisée depuis plusieurs mois, on se prépare désormais à l'arrivée d'une épidémie majeure. Les demandes en masques et gel hydroalcoolique ont augmenté, entraînant déjà des ruptures de stock. Le jeudi 12 mars, on diagnostique la présence du virus à l'intérieur de l'hôpital Robert Pax. Les premières mesures d'endiguement sont alors immédiatement déclarées. Mais la décision du gouvernement de maintenir le premier tour des élections municipales accélère la propagation du virus. Dès le lendemain, le plan blanc est déclenché au Robert Pax. L'accès est interdit à toute personne sans autorisation. Le pic épidémique survient alors comme une déferlante. Il impose une réorganisation rapide face à l'augmentation des cas. Plusieurs services de spécialités médicales ou chirurgicales deviennent des secteurs Covid. Les capacités de réanimation sont augmentées. La situation devient critique. Les services hospitaliers sont saturés. Le stock de matériel est en flux tendu, la pénurie s'installe. Viennent alors les premières initiatives de solidarité. Particuliers et entreprises se mobilisent pour participer à un effort de production. Les établissements du territoire mettent leurs forces en commun. La SAR propose son aide à la région Grand Est en mettant des lits à disposition dans ses hôpitaux. Nous assistons au premier transfert de patients. 22 malades sont déplacés, dont 11 en Allemagne. Le centre de médecine physique et de réadaptation du Auberg crée une unité Covid et y accueille plus d'une cinquantaine de malades. À l'hôpital EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe, l'équipe travaillant dans l'unité Covid+, soignera une quarantaine de patients en ne déplorant qu'un seul décès. À ce stade, le secteur a été lourdement frappé par la pandémie. On affronte une hausse de la mortalité, les services funéraires sont surchargés. Début avril, l'état civil de Sarreguemines enregistre 8 à 9 décès par jour, contre 2 à 3 habituellement. La situation finit par se stabiliser quelques semaines plus tard. On assiste à la rééducation des patients. Le matériel ne manque plus, le déconfinement est annoncé. Les hôpitaux reprennent peu à peu leur souffle et tirent les premières leçons de leurs expériences. Le personnel des services de santé, éprouvé par la bataille, manifeste pour faire entendre ses revendications. En parallèle, commence une campagne de dépistage massive visant à identifier les cas positifs au coronavirus parmi la population. Dans la région, de nombreux foyers épidémiques apparaissent. La crainte d'une seconde vague reste présente et on redoute aujourd'hui une reprise de l'épidémie malgré le port généralisé du masque, tandis que les dépistages et les tests se voient proposés au plus grand nombre. Et on n'oublie pas bien sûr de remercier tout le personnel soignant qu'on aurait pu oublier aussi dans ce reportage, du personnel souvent mis à rude épreuve pendant le pic de l'épidémie notamment. Beaucoup ont mis leur vie entre parenthèses pour prendre soin des résidents. Un grand merci à eux également. Alors les personnes touchées par le virus ont été nombreuses, parfois faiblement, parfois plus durement. Ça a été votre cas. Tiffany, expliquez-nous un petit peu votre parcours et les souvenirs que vous avez eus de cette période. C'était une période déjà très difficile. En fait, mes premiers symptômes, c'était comme un état grippal. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Sauf qu'au 8e jour, tout s'est aggravé en fait. J'avais le problème digestif, je me levais plus, j'arrivais plus à manger, plus rien. Et ensuite, 12 jours, à partir du 12e jour, ça allait beaucoup mieux. Et donc je me suis dit, c'est bon, j'ai passé le plus gros quoi. Et en fait, non, 4 semaines après, je suis allée aux urgences parce que j'ai eu une embolie pulmonaire bilatérale. C'est dû aux séquelles du Covid, justement. Oui, c'était une complication. Et vous avez été hospitalisée combien de temps ? 8 jours. D'accord. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, je suis suivie par ma pneumologue assez régulièrement. Je fais des scintigraphies, je vais en refaire une bientôt. Je suis sous traitement pendant 6 mois, un anticoagulant. Et pour voir après si je peux l'arrêter ou si je dois le continuer. En tout cas, on vous souhaite que ça s'arrange tout ça. Monique François, vous également, vous avez été touchée. Expliquez-nous à votre tour. Alors moi j'ai été touchée dès le début de la pandémie.
D'abord, je voulais déjà vous remercier de l'hommage que vous avez rendu aux soignants, mais je voudrais aussi ajouter qu'on a aussi des soignants qui sont décédés. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Dans notre établissement, nous avons perdu un agent en activité et une sage-femme qui était déjà malade mais qui a été touchée par le Covid. Et donc ce sont des gens qui ont donné leur vie pour sauver la vie des autres. Je tiens vraiment à le rappeler parce que d'une part, le collègue qui est décédé, c'était mon adjoint aussi au niveau syndical, qui a été partant à la retraite d'ici la fin de l'année. Donc c'est beaucoup d'émotions pour moi de cette période Covid parce que nous avons vécu, on est tombés malades ensemble, à 2 jours près. Moi je suis tombée malade le 14 mars, mon camarade le 16 mars. Et donc moi je n'ai pas été hospitalisée, mais ça a été un parcours long aussi, peut-être... Pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai été couchée pendant 6 semaines chez moi, avec nécessité de rééducation physique et respiratoire, avec des complications aussi, beaucoup de stress, certes, parce que on est livré à soi-même. Les médecins traitants étaient présents téléphoniquement, mais je pense qu'il y a des leçons aussi à retenir par rapport à ces situations-là, où je pense que, moi personnellement, je me suis sentie un peu abandonnée par la société, parce que vous êtes chez vous et vous ne savez plus ce que vous devez faire, parce qu'il n'y a pas de suivi, vous êtes livré à vous-même. Et donc, psychologiquement, c'est très difficile à vivre. On ne peut en tout cas que l'imaginer pour ceux qui ont eu la chance pour le moment de ne pas être touchés. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre rééducation ? Je suis toujours en rééducation. Je fais de la kiné 3 fois par semaine. Donc, ceci depuis le mois de mai, parce que j'avais envie de reprendre mon activité professionnelle, parce que je pense que le travail, c'est la santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien, la santé au travail m'a renvoyée chez moi en me disant non, vous n'êtes pas en mesure de reprendre, vous êtes trop essoufflé, alors que j'avais fait 100 mètres entre l'hôpital Robert Pax et la médecine du travail. Donc j'ai été reprolongée d'1 mois avec d'autres complications à ma reprise. C'est comme si mon corps me disait tu ne peux pas y retourner. Parce que j'ai fait un passage aux urgences en juillet aussi. Enfin, tous les jours, on a une autre surprise. Et il a fallu refaire tout un peu à zéro, si je peux dire ça comme ça. Et donc, il y a aussi, je ne sais pas comment c'est pour toi, Tiffany, mais il y a une crainte perpétuelle, parce qu'on se demande quelle est la prochaine étape. Parce qu'on n'a pas de recul sur cette maladie. Oui, c'est encore trop peu connu. On ne sait pas quelles sont les conséquences dans l'avenir. Donc, c'est beaucoup d'inconnus et qui sont assez stressantes. En tout cas, on vous souhaite que le pire soit derrière maintenant. On peut rappeler qu'au plus fort de la crise, 171 lits, dont une vingtaine en réanimation, ont été occupés par des malades sur notre secteur. Ce n'est pas rien. Et pour les hôpitaux, c'était une charge de travail supplémentaire et quasi inédite, tout comme pour le centre hospitalier spécialisé. Frédéric Tripsch, comment est-ce que vous avez vécu cette réorganisation du côté médical ? Expliquez-nous. Alors c'était effectivement une situation totalement inédite. Moi je suis arrivé alors on a eu notre premier cas le 13 mars, au PAC c'était le 12, nous c'était le 13. Je suis arrivé, ensuite il y a eu les élections effectivement le dimanche, et le lundi matin je suis arrivé au CHS, c'était pas le même hôpital. On était vraiment en état presque de guerre. Le mot n'est pas trop fort. Je reconnaissais rien. On était effectivement, le plan blanc avait été enclenché. On était en réunion dès le matin. Les données étaient totalement différentes. Il fallait réinventer tous les circuits de prise en charge, réorganiser les services, créer des unités spécifiques. Tout ça avec des moyens qui étaient quand même les moyens du bord. C'est-à-dire on a travaillé quand même pendant près d'1 semaine sans masque. Il faut le savoir quand même. Donc on avait toujours un petit peu une semaine de retard, que ce soit d'abord avec les masques et ensuite avec les tests qui n'arrivaient pas. Donc tout ça n'a pas été simple. Et en même temps, voilà, il y a eu une mobilisation véritablement phénoménale au niveau du terrain. Les acteurs se sont regroupés, ont réfléchi. Il a fallu inventer de nouveaux systèmes. Mais bien sûr, on était dans l'inconnu. C'était une maladie qui nous est vraiment tombée dessus. On était pris par surprise et par la virulence de cette pathologie. Mais voilà, on a essayé de faire face et je crois qu'on a quand même réussi à limiter grandement les dégâts, malgré tout, et à gérer l'urgence, malgré les difficultés qui s'étaient entassées au fil des années dans notre système sanitaire, avec
des lourdeurs. Et encore une fois, j'insiste, c'est les acteurs de terrain qui ont géré et généré ce nouveau dispositif, assez loin des tutelles qui en définitive étaient absentes à ce moment-là. C'est nos autorités et qui nous envoyaient des protocoles 3 semaines après qu'on les ait nous mis en place. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une solidarité, il y a une mobilisation et ça souligne aussi l'esprit de créativité de l'être humain quand il est face à l'urgence, face à la nécessité de devoir réagir de façon immédiate ou très rapide. Donc il y a eu cette mobilisation effectivement au niveau des professionnels qui a été très forte. Et je voudrais aussi souligner ce qui a été dit dans le reportage, de la même façon et toujours à la base, la mobilisation des citoyens. La mobilisation des citoyens qui très vite, d'abord nous ont soutenus avec leur manifestation le soir à 20h, mais c'était quand même très rassurant de les savoir à nos côtés. Les restaurateurs, dans les couloirs prioritaires dans les supermarchés, c'est pas rien quand même de pouvoir très vite faire ses courses le matin à 8h parce que voilà, on est attendu à 8h30 et qu'on puisse passer avant tout le monde, c'est quand même pas tout à fait. Et puis ensuite les entrepreneurs qui ont effectivement se sont mis à fabriquer des masques, à fabriquer des visières, tout ça c'est aussi une mobilisation qui s'est faite de façon presque spontanée, sans qu'il y ait eu de directives supérieures politiques, de recommandations. Voilà, tout ça c'était quand même là aussi quelque chose d'assez, je dirais... il y avait une force collective finalement qui s'est mise en place. Alors c'était dur, c'était tendu, il y a eu des situations dramatiques, mais en même temps je trouve que ça a aussi été une aventure humaine, quoi, et qui nous permet aussi de dire qu'il y a aussi du bon dans l'être humain. Il n'y a pas que la violence, l'insécurité, le terrorisme, il y a aussi du positif, quoi. Et il faut le montrer, il faut le dire. Vous voulez réagir? C'est ce que vient de dire Dr Tripsch. Effectivement, on était en état de guerre en fait. Et je pense que cette solidarité s'est installée comme... Bon, nous n'avons heureusement pas vécu la guerre, mais nos anciens nous ont toujours raconté comment que ça se passait du temps de la guerre, et je crois qu'on était vraiment dans cette conception-là. Et aussi, là où je voudrais revenir, c'est sur les masques. Effectivement, là, si je peux me permettre, si on ne nous avait pas réquisitionné au niveau des masques, je pense qu'on aurait aussi eu moins de personnel impacté. Parce que mon collègue, par exemple, n'avait pas de masque. On nous a dit que, vous m'excusez Madame Triss, mais Madame Madame Sibeth Ndiaye nous a tellement dit qu'on n'avait pas besoin des masques, que c'est un discours qu'on nous a rappelé en permanence. Oui. Et à Robert Pax, en tout cas, ça a été... moi, j'étais plus sur site, hein, c'est clair, mais j'ai eu tellement d'appels au secours en me disant « mais c'est pas normal, on nous donne pas de masques parce que il faut les réquisitionner de peur de pas en avoir assez », mais je crois qu'on aurait dû faire l'inverse, en fait, de les distribuer tout de suite, parce qu'il y a quand même 20% des personnels qui ont été touchés par le virus. Il aurait fallu justement et des collègues qui ont été touchés gravement, et donc c'était vraiment une grosse problématique, ces masques. Ça a généré de l'angoisse supplémentaire, parce on me disait mais on va au front, on n'a rien, on nous donne pas de moyens. En tout cas, on y reviendra sur cette question des masques justement un petit peu plus tard. Alors, même si beaucoup d'hôpitaux ont été réactifs, eh bien, comme vous l'avez dit, ils ont connu la pénurie, le manque de renfort de personnel, le stress aussi de s'organiser différemment. Les exemples sont nombreux, on ne va pas tous les citer, mais à l'hôpital Robert Pax, par exemple, les 14 lits de réanimation étaient occupés. Il a fallu d'ailleurs en ajouter 7 autres pour réussir à suivre la cadence. Du renfort extérieur a été appelé pour consolider les effectifs ensuite. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'hôpital, en tout cas nos hôpitaux du secteur, sont prêts pour une deuxième vague? Réponse dans ce reportage. Au cœur du service réanimation de l'hôpital Robert Pax, les lits Covid ont laissé peu à peu la place aux malades plus conventionnels. On a repris l'activité chirurgicale, on l'a repris progressivement, et pour atteindre d'abord, on était à 50%, 70%, et là on va continuer à augmenter. Un travail de rattrapage qui permet au service d'accueillir à nouveau 2 hospitalisations en moyenne par jour. En réanimation, on n'a pas eu de nouveaux patients Covid depuis les derniers patients qu'on a sortis vers la fin avril, début mai. L'accalmie de ces quelques mois a donc permis de réfléchir à d'autres scénarios si les cas graves devaient revenir. Comme on le fait dans la vie de tous les jours, essayer de vivre avec le Covid. À l'hôpital, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc essayer de prendre en charge les patients non Covid. En même temps, s'il y a des patients Covid, qu'on prendra en charge aussi. Donc voilà, essayer de concilier. Mais on est préparé sur le plan matériel. Et par ailleurs, on a quand même, on connaît mieux la maladie.
et le personnel est un peu mieux formé par rapport à ça. Le matériel a d'ailleurs été source de problèmes au début de la crise car les quantités demandées étaient très élevées. Pour exemple, la consommation des équipements de protection individuelle était déjà atteinte dès le mois d'avril. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Actuellement, nous sommes prêts, aussi bien en termes de stock qu'en termes d'organisation, à une éventuelle deuxième vague. Nous avons constitué un stock aujourd'hui sur les équipements de protection qui nous permettrait de tenir un mois sans aucun approvisionnement de la part de nos fournisseurs. Les stocks sont remplis et les approvisionnements continuent d'être rationnés comme en plein boom du virus. Malgré tout, nos fournisseurs ont encore certains des difficultés à pouvoir nous approvisionner normalement. Il y a encore des ruptures et des difficultés d'approvisionnement très régulières. De ce fait, nous rationnons, nous diminuons parfois les quantités, de sorte à pouvoir satisfaire tout le monde, tous les services, aussi bien sur l'hôpital psychiatrique que général. Au magasin central comme au service de réanimation, on a tiré des leçons de cette période et on se tient prêt à réagir, cette fois-ci plus serein. Alors on l'a dit, le virus continue de circuler, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, la situation est revenue un petit peu à la normale? Est-ce qu'il y a eu un travail de rattrapage qui a été fait? Au niveau des autres activités, j'entends. Alors, du fait du respect des gestes barrières, comme je le disais, il y a quand même une activité un petit peu moins intense que d'habitude. Il me semble que dans les blocs opératoires, les programmes sont quand même restreints parce qu'il y a une nécessité de désinfecter le matériel entre chaque patient. Pour nos consultations, c'est pareil, on doit être à peu près à 80% de l'activité habituelle depuis un petit moment. À l'heure où je vous parle, il est vrai qu'il n'y a plus aucun cas donc, de patients hospitalisés pour une pathologie Covid depuis le mois de mai, que ce soit à l'hôpital Pax ou que ce soit dans notre établissement. Mais bon, il faut rester extrêmement prudent, le virus circule. Alors, je pense qu'on est mieux armé aujourd'hui, on en sait un peu plus, on ne sait pas tout, mais on en sait un peu plus. La complication de madame, naturellement, au niveau cardiovasculaire, notamment cette embolie pulmonaire, on a été pris de court au départ. Aujourd'hui, il y a des préventions qui seront proposées au niveau anticoagulant dès le départ. Donc ça, c'est une chose. Au niveau du traitement, il y a aussi des protocoles un peu plus précis maintenant qui se dégagent. Par contre, je pense que sur le plan psychologique, au niveau des soignants, je pense qu'il y a une appréhension énorme à imaginer revivre la même situation. Parce qu'il y a eu des traumatismes quand même psychologiques qui ont été évidents auprès de soignants qui ont vécu quand même des situations dramatiques. Et je crois que là, ce serait peut-être un peu plus difficile si on devait revivre les choses à la même intensité. Vous vouliez réagir? Je confirme totalement les propos du Dr Tripsch, parce que moi, dans mon bureau syndical, c'est un peu l'endroit où on vient se plaindre, on vient dire ce qui ne va pas. Et de plus en plus, nous avons des agents qui viennent nous voir en nous disant il y a tout qui revient à la surface. Les gens qui ont dû faire beaucoup face à la mort, qui me disent les visages passent en permanence, j'en dors plus la nuit, enfin, et cette crainte de la deuxième vague, c'est très prégnant, très prégnant, et je pense qu'un certain nombre de collègues sont même en choc post-traumatique, tellement c'était... La situation était... syndrome post-traumatique chez les soignants, tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'ils ont vécu. Alors il y a les soignants, puis il y a aussi certaines familles qui ont été durement touchées, où c'est pareil, je pense qu'il y a un aspect psychologique très important. C'est aussi, je pense, la raison pour laquelle ici, on l'a eu en pleine figure très vite, ce virus, et je pense qu'ici, les gens sont finalement très respectueux des gestes barrières, le fait de porter le masque, parce que voilà, on l'a vécu, on ouvrait le journal, on avait une vingtaine d'annonces nécrologiques, on en connaissait au minimum 3 ou 4 chacun. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrible. Et effectivement, cette mémoire-là, vous parliez de mémoire avant, cette mémoire-là existe, et tant mieux. Il faut qu'elle existe pour qu'on puisse avancer avec cette idée-là de toujours se prémunir. Je me tourne encore vers vous. On se souvient de votre déplacement au Robert Pax justement pour échanger avec le personnel soignant. Mais il y a aussi d'autres choses, peut-être moins visuelles, que vous avez pu faire tout au long de cette crise. Expliquez-nous
votre rôle dans tout ça? Alors, moi, en tant que parlementaire, j'ai travaillé, bien sûr, j'étais confinée, mais on était tout le temps en lien avec les ministères. Et c'est vrai qu'on discutait avec eux sur les mesures lorsqu'il y avait des plans de finances rectificatifs et des mesures d'urgence. On essayait de voir, on discutait de ces mesures-là. Et comme on était en contact avec le terrain, alors que ce soit pour des entreprises, pour des salariés, pour des familles et pour l'hôpital, on remontait les dysfonctionnements tout aussi vite et on demandait des ajustements tout aussi rapidement. Et c'est vrai que pour ce qui concerne de la santé, moi j'étais constamment en lien avec le directeur de l'hôpital, hein, on se téléphonait très souvent. Je suivais l'évolution effectivement au jour le jour avec vous, j'étais en lien avec les médecins libéraux, j'étais en lien avec des EHPAD et à chaque fois effectivement je remontais tout ce que je voyais, tout ce qui allait pas et cette pénurie de masques en faisait partie bien sûr, mais le problème c'est que c'est une pénurie qui était même plus qu'européenne finalement. Oui, enfin, tout le monde cherchait. Voilà, le problème c'est que tout le monde les commandait en même temps parce qu'à 3-4 jours près, voilà, la virulence, la fulgurance de ce virus était telle que effectivement on faisait avec les moyens du bord. Et donc moi ce qui m'arrivait de faire, c'est effectivement de fournir des adresses de fournisseurs, d'aller effectivement retrouver ailleurs, les visières. Là, j'ai mis en lien Monsieur Kneip avec la personne qui faisait des visières. J'essayais de voir aussi pour avoir au niveau des entreprises à nouveau des blouses. Donc ça, c'était vraiment la tendance. Et à côté de ça, lorsqu'il y avait des freins administratifs à des commandes, des choses comme ça, j'allais au-delà, enfin j'allais plus haut pour qu'on desserre ces freins-là. Et c'est vrai que cette ingéniosité que vous aviez sur le plan médical, le fait de tout reprogrammer du fait du plan blanc, et c'est de la créativité et l'adaptabilité. Alors ça, je dis chapeau parce que vous étiez avec moi lorsque je suis allée à l'hôpital, que ce soit les aides-soignantes, les infirmiers, les infirmières, les médecins, ils ont tous dit effectivement que c'était une aventure humaine et c'était comme une émulation. Tout le monde allait au front, mais il fallait y aller, ils ne se posaient même pas la question. Et je trouve ça formidable parce que pendant que dehors les gens se posaient la question métaphysique de je ne sais quoi, vous, c'était pas le problème, il y avait l'action, quoi. Et effectivement, c'est normal qu'on rende un hommage comme ça appuyé à toutes ces personnes. D'abord, tout ce qui est le corpus médical, mais également tout ce qui est paramédical, les agents hospitaliers de manière générale, parce qu'il fallait que chaque maillon soit là. Bien sûr, pour c'était que une tout chaîne, fonctionne. Ce qu'on disait, la force collective. Absolument. Bon, la situation est peut-être un peu moins tendue aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire quand même si la vigilance est de mise. Mais on se souvient, en tout cas, de tout ce qui était grève du personnel, les revendications qui ont été données à plusieurs reprises. Aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes senti entendu ? Alors, comme vous le faisiez si bien remarquer, les revendications et les grèves, ça fait quelques années qu'on est sur le terrain. Hein, et comme je l'avais dit à un élu qui m'avait appelé pendant que j'étais malade, je n'avais aucun regret de tout ce que j'avais mis en œuvre pour me faire entendre avec mes collègues, parce qu'effectivement on a besoin d'une revendication salariale, on a besoin de meilleures conditions de travail. Donc là, avec le Ségur effectivement de la santé, il y a un travail qui s'est enclenché. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les revalorisations salariales sont actées. Ma fédération a signé ce protocole. Il est clair que la revendication était de l'ordre de 300 €. Mais bon, au fil des négociations, le secrétaire de ma fédération, M. Didier Birig, qui en était le négociateur, s'est bien rendu compte qu'il fallait trouver un autre paradigme pour arriver quand même à satisfaire les soignants. Donc je trouvais fort intéressant ce socle commun pour tous les hospitaliers, comme disait Mme Triss, parce qu'effectivement, l'hôpital, c'est pas juste les soignants, c'est un ensemble. Et l'un sans l'autre, c'est comme on dit toujours, un médecin sans infirmière ou une infirmière sans médecin, c'est pas possible. Et bien, autant le vaguemestre que l'agent de service, pensons surtout aussi aux agents de service qui ont fait un travail extraordinaire. Eh bien, tous ces gens-là, et pour vous dire combien de messages j'ai eu d'ASH, mais les 183 €, est-ce que c'est pour nous aussi ? C'était la grande question. Je dis, mais oui, c'est pour tous les hospitaliers. Et ensuite, il y a le deuxième volet qui est destiné plus aux soignants, qui ont besoin d'une reconnaissance par rapport à leur diplôme. Oui, au métier tout simplement. Et donc là, il y a un travail qui s'enclenche et on espère que ce travail, il aboutira comme il a été annoncé dans les négociations, parce que les gens sont en attente.
importante. Et donc c'est déjà une avancée. Là où je suis très impatiente, le volet qui m'intéresse beaucoup, c'est les conditions de travail. Parce que si je peux me permettre, si je peux un peu développer sur les conditions de travail. On pourra le développer plus en fin d'émission si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on vous redonnera la parole parce que j'aurais souhaité me tourner vers vous, Tiffany. Alors pendant le pic de l'épidémie, vous n'avez pas travaillé en tant qu'aide-soignante, mais vous avez quand même eu un regard un peu sur les soins qu'on vous a apportés, sur le personnel soignant. Est-ce que vous avez une réaction? Comment ça s'est passé pour vous, cet échange avec le personnel? Ouais, franchement, ils étaient tous super. Malgré qu'ils étaient, je veux dire, on sentait le stress et tout, je veux dire, parce que voilà, ils ont même la fatigue physique et morale, mais quand j'avais besoin de poser une question ou quelque chose, ils étaient toujours là. En plus, comme les visites, elles étaient interdites, donc c'était quand même compliqué d'être toujours toute seule dans sa petite chambre, quoi. Elle venait toujours même passer un peu de temps, même juste pour discuter ou quelque chose, et franchement, c'est tout stop, quoi. Même les médecins, ils venaient me voir plusieurs fois, ça allait bien. Vraiment, petits soins, quoi. Et d'ailleurs, on vient de me dire que sur notre page Facebook, il y a beaucoup de messages en soutien au personnel soignant. Alors à la fin de l'émission, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui a pu être dit. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à réagir. Alors tout ça, c'est important bien sûr pour d'avoir ce regard un peu sur le métier de soignant. D'ailleurs, c'est important aussi pour les futurs soignants de demain, pour leur donner envie de continuer dans cette voie, de voir qu'ils sont valorisés. Et cette semaine, les infirmiers ont fait leur rentrée à l'IFSI de Sarreguemines, qui a été délocalisé au CHS pour leur premier jour. Quel regard ont-ils de leur métier? Eh bien, on regarde ça tout de suite. On peut dire que Léa est tombée dedans toute petite. Avec son entourage travaillant dans le milieu médical, elle s'est naturellement tournée vers une formation d'infirmière. J'ai ma tante qui est infirmière, ma cousine qui est en 2e année, mon cousin qui est en 3e année. Et moi, ça a toujours été mon envie. J'aime aider les autres, j'aime être en contact. Ma mère, elle est malade, donc je l'aide souvent. Je suis souvent en contact d'infirmière libérale, donc je connais un peu le milieu. Nelly, quant à elle, est aide-soignante depuis 7 ans et a décidé de se réorienter. C'est une passion, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis 3 ans et j'ai beaucoup de gens derrière moi qui m'ont boosté, et puis voilà, j'aime le contact des gens. Voilà, j'adore mon métier. Elles font partie de ceux qui ont été confortés dans leur choix de parcours, malgré la première vague du Covid-19. Quand j'ai vu beaucoup de personnes décédées, des personnes âgées, je me suis dit, ouais, ma grand-mère, elle aurait pu décéder de ça. Et moi, je voulais être de ces personnes qui aidaient les gens. Pour moi, une infirmière, un infirmier, c'est un héros, une héroïne. Voilà. J'ai eu des messages de soutien de tout le monde, de gens improbables. Voilà, c'était un truc de fou, quoi. Et ça a boosté, ça donnait encore plus l'envie. Se sentir utile, être proche des gens, aider. À l'IFSI de Sarreguemines, 75 autres futurs infirmiers et infirmières entrent en première année pour ces mêmes raisons. Mais pendant leur cursus de 3 ans, il arrive à certains d'abandonner. Sont-ils plus nombreux depuis la pandémie ? Alors pendant la période Covid, il y a eu quelques arrêts, mais ce n'était pas significatif par rapport à effectivement d'autres années où les étudiants étaient en formation sans cette notion de Covid. Et effectivement, les chiffres sont à peu près les mêmes. À noter que les entretiens en face à face ont été supprimés avec l'arrivée de Parcoursup, mais les étudiants bénéficient encore d'un suivi individuel. Pendant leur formation, il y a un suivi personnalisé qui est fait en termes de suivi de leurs résultats théoriques, mais aussi un suivi en termes de comportement, de valeurs professionnelles, etc. Avec l'utilisation de la plateforme, difficile de dire si la crise sanitaire a éveillé des vocations. Les chiffres sont tout de même parlants. La formation comptabilise 612 000 vœux pour 2020 contre 540 000 en 2019. Le diplôme d'état d'infirmier est dans le top 5 des plus demandés. Alors on l'a vu, les réactions de ces 2 étudiantes sont plutôt positives, mais on n'oublie pas que ce n'est pas le cas de tous, puisque on n'oublie pas ceux qui ont pu abandonner leurs études ou même pendant la crise ont changé de carrière finalement. Est-ce que vous comprenez que certains ont pu jeter l'éponge ? Ah oui, moi oui, franchement, même si j'ai pas vécu, je sais pas, mais oui, parce que franchement, c'était l'inconnu pour tout le monde et même si c'était physiquement et surtout moralement très dur, quoi. Moi j'ai plusieurs de mes collègues qui ont arrêté, quoi. Là ils ont arrêté, ils ont changé de voie, ils ont dit on peut pas, et si on doit vivre une seconde vague on n'arrivera pas. Elle m'a dit personnellement j'arriverai pas, donc elle a préféré changer de voie.
Je pense qu'il ne faut pas juger les gens. Enfin, je veux dire, c'est eux. C'est vrai que si on ne se sent pas de faire ce qui a été fait, qui est quand même quelque chose de formidable, parce que comme vous disiez, c'était l'inconnu, et puis il faut aller soigner les gens, il fallait les sauver. Il ne faut pas le faire. C'est vrai que voilà, je pense que le métier de soignant, c'est quelque chose dans ce cas-là. Mais oui, finalement, là, on voit que c'est une vocation, c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est bon. C'est comme ça, mais je ne pense pas qu'il faille juger les gens pour savoir si oui ou non on peut comprendre ce qu'ils ont fait, ce qui les a animés. C'est propre à ce moment-là. chacun finalement. Absolument. Oui, tout à fait. Je rejoins Madame Triss parce qu'il y a des collègues qui ont vécu des situations personnelles en dehors de leur métier, mais qui ont perdu des proches. Et de ce fait-là, se sentaient plus en accord avec le métier et qui ont décidé d'arrêter. Bien sûr. Alors, on sait aussi qu'il y a des deuxièmes années qui ont eu des stages pendant cette période-là. Ça a été des stages un petit peu particuliers. Comment est-ce que aujourd'hui on peut les revaloriser? Comment est-ce que financièrement peut-être il y a quelque chose ils ont effectivement eu un montant, que ce soit des élèves infirmiers, que ce soit des élèves aides-soignants. Ils ont eu un montant. Alors là, vous me posez une colle, mais je crois que c'est de l'ordre pour les uns aux environs de 1 000 € et les autres 1 500 €. En plus donc de leurs indemnités de stage, parce que c'est normal, ils ont aidé et je veux dire heureusement qu'ils étaient là. C'était toujours cette fameuse chaîne humaine où chacun avait sa place pour soigner, que ce soit de l'élève au médecin le plus chevronné. Est-ce que ça a été formateur pour ces jeunes, vous pensez, d'être passés par là? Probablement. Je crois que le mot est faible. Je crois que ce qu'ils ont vécu, voilà, ils l'ont vécu. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je connais plus effectivement la situation des jeunes internes, et d'ailleurs des étudiants en médecine aussi qui sont venus en renfort et qui ont été, pour certains, notamment dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux, les hôpitaux alsaciens, sur le front, mais alors vraiment en première ligne. Et je crois même au niveau de l'hôpital général, il y a eu au tout début de la crise, certains internes se retrouvaient seuls avec plusieurs morts dans la nuit, ce qui a nécessité effectivement un renfort, un doublement des postes, parce que c'était vraiment terrible, quoi, et ingérable pour ces jeunes qui, je crois, ils en garderont un souvenir indélébile. Ça marque. Ça marque. Mais après, je pense que ça peut aussi, ça peut déstabiliser, comme ça peut renforcer des vocations. On a vu effectivement des gens qui sont... Enfin, il y a quand même, en grande majorité, on a vu des gens très courageux quand même, il faut le dire. Après, je suis d'accord, il ne faut pas juger, chacun réagit avec sa propre personnalité, mais globalement, on a quand même vu des gens qui ont donné de leur personne et qui sont allés au front, des soignants de notre établissement psychiatrique qui sont allés à l'hôpital général en renfort, qui sont allés aussi dans les EHPAD. On n'a pas parlé des EHPAD, mais les EHPAD ont été extrêmement éprouvés, le personnel des EHPAD aussi, et elles avaient besoin aussi, enfin, ces soignants avaient besoin de renfort. Je sais que le CHS a beaucoup contribué à renforcer Beach, à renforcer Putelange notamment, et au PAX. Moi j'ai une soignante qui est rentrée cette semaine et qui a passé 4 mois donc, à l'hôpital PAX, qui était volontaire donc, pour y être, alors qu'à la base ils n'ont plus tout à fait la formation, la sensibilité somatique pour gérer des situations. Alors, une fois qu'on vient. Voilà, c'est plus technique, il a fallu se réadapter éventuellement, mais ils se sont formés sur le terrain, ils y sont allés et voilà. Et on a une pensée pour toutes ces personnes également. Alors j'aimerais qu'on fasse un point très rapidement sur les derniers chiffres que j'ai pu trouver de l'ARS. Au niveau Grand Est, ces chiffres sont les suivants. Au 7 septembre 2020, 368 personnes sont hospitalisées pour Covid-19, dont 13 en réanimation. Mais on l'a dit, aucun à Sarreguemines. Aucun sur le secteur. Aucun sur le secteur. Ça c'est sûr. Alors est-ce que ça veut dire que les choses s'améliorent, parce qu'on a tendance à voir beaucoup dans les médias des chiffres très importants de cas positifs? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer et le comprendre? Les cas positifs, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? D'abord, on voit effectivement qu'actuellement, c'est pas la même tranche d'âge qui est touchée, c'est des gens plus jeunes, donc c'est plutôt la tranche d'âge des 10-40 ans, donc ça touche plus les jeunes. Je pense que ça a été favorisé par le déconfinement, par la levée un petit peu effectivement de ces contraintes qui avaient été quand même assez rudes, par les congés. Effectivement, on a vu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans les bars, sur les terrasses, sur les plages.
Et puis peut-être aussi le retour maintenant des congés, et qui explique aussi qu'actuellement, effectivement, la circulation du virus augmente, ça c'est clair, et c'est surtout dans les zones urbaines qu'on voit effectivement une augmentation assez importante de cette circulation, la région parisienne et surtout les Bouches-du-Rhône, où là apparemment il semblerait que ça commence à se tendre un petit peu dans les hôpitaux de façon tout récente. Donc je pense que c'est ces phénomènes-là qui expliquent qu'on a cette circulation-là qui se modifie, mais qui effectivement, en tout cas jusqu'à présent, n'a pas eu les mêmes incidences au niveau des nécessités de soins lourds en milieu hospitalier qu'au mois de mars. Alors est-ce que le virus est moins virulent? Je pense que les personnes touchées, les personnes positives sont peut-être effectivement moins vulnérables. Et je pense que les personnes vulnérables le savent et se protègent. Oui, je pense que les personnes qui cumulent tout ça. Qui cumulent tout ça. Donc c'est un ensemble de choses. Et puis il faut dire aussi qu'on teste beaucoup plus. C'est ce que j'allais dire. Il y a les dépistages forcément. Il y a des dépistages maintenant beaucoup plus systématiques avec un accès direct sans prescription au test. Donc on teste plus. Donc on peut effectivement arriver à déceler un peu plus vite les cas positifs qu'il y a quelques temps. Alors, il y a une question pour vous, monsieur, de Bernadette. Pouvez-vous donner les chiffres des personnes hospitalisées qui étaient donc Covid au Robert Pax? Est-ce que vous avez cette information-là? Aujourd'hui, oui. 0. Et sur le laps de temps, est-ce que vous savez à peu près combien il y en a eu? Alors là, non, je ne pourrais pas vous donner le nombre de... Mais alors, pratiquement toutes les unités de médecine étaient transformées en unités Covid. La salle de réveil de la réanimation était devenue zone réa. Il me semble que la pédiatrie a été reconvertie aussi en unité Covid. C'était quasiment tout l'hôpital. Donc, quasiment tout l'hôpital était mobilisé pour... 52 lits de réa. Il y avait 52 lits de réa, alors qu'à la base, il y en avait combien? 14. Vous vous rendez compte? Donc quasiment tous les moyens ont été mobilisés pour cette unité. Et au niveau des urgences, ça je le sais, puisque j'en ai parlé ce matin avec un urgentiste encore. Donc pratiquement toute l'activité était centrée sur l'accueil des personnes Covid qui arrivaient debout aux urgences et qui 2 heures après étaient quasiment en insuffisance respiratoire aiguë et à 2 doigts d'être réanimés et intubés. Donc voilà, il n'y avait plus les cas classiques des urgences, les accidents, ce genre de choses-là. C'était quasiment exclusivement Covid, alors qu'actuellement il n'y a pas de cas Covid aux urgences. En tout cas, on espère avoir répondu au moins un petit peu à la question de Bernadette. Mais en tout cas, on l'a bien compris, le port du masque obligatoire en entreprise, dans les lieux publics, les marchés en plein air, on les voit, ils sont de plus en plus donc, sur nos visages. Et en tout cas, dans le Grand Est, on prouve qu'on sait être bon élève. On a fait réagir les passants à ce sujet. Au sujet du Covid, est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez pour se protéger, pas assez? Est-ce qu'on en fait trop? On devrait en faire un peu plus encore. Il y a beaucoup de non-respect. Moi, je dirais que chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Chacun sa protection. Pour moi, les masques, je trouve que c'est bien, parce que ça protège soi-même et les autres. Je pense que cette prévention, elle est importante, que dans les générations futures, on aura d'autres virus, d'autres trucs, donc il vaut mieux s'habituer. Non, il faut être sévère avec... Tout le monde doit porter le masque, il n'y a pas de raison. Même à Sarreguemines, moi je trouve que dans la rue, tout le monde devrait l'avoir. Alors pour ma part, je pense que les Français sont un peu rebelles à ce niveau. Ils devraient plus se protéger. Parce que c'est comme si, en fait, comme si le Covid était passé. Beaucoup de gens ne respectent pas les contraintes, le port du masque, etc. Mais au niveau du gouvernement et tout, moi je pense qu'ils ont fait tout comme il fallait. Je trouve que c'est pas toujours logique. Comme quand on dit certaines rues il faut porter le masque et certaines rues qui sont tout de suite à côté, il ne faut plus porter. Alors là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ensuite, des gros rassemblements comme du fou, des choses comme ça, tout, ça aurait dû être interdit. C'est pas normal. Et les gens qui font des mariages, des choses comme ça et tout, je sais que c'est pas évident, mais faire des grands rassemblements, on sait très bien. De toute façon, tous les grands rassemblements de 30, 40, 50 personnes, on voit le résultat. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Si c'est pas mieux géré de la part de beaucoup de personnes, je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Il suffit de regarder les infos et puis c'est vrai qu'on a du mouron à se faire dans ce cas-là. Ouais. Pour le masque, c'est rentré dans les mœurs, faudra s'y faire. Son pneumologue a justement dit qu'il faudra apprendre à vivre avec. S'il n'y a pas plus de restrictions, s'il n'y a pas plus de respect, que ce soit même pour les jeunes, ça ira encore plus loin. J'espère qu'on aura bientôt un vaccin et j'espère que tout aura un bon dénouement. Je me tourne vers vous, Tiffany et Monique. Est-ce que vous protégez plus que les autres? Est-ce que vous avez cette impression-là
avec les masques ou autres gestes barrières? On me fait un peu remarquer que j'en fais peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que quand on est passé par là, on se dit que plus on se protégera et mieux ce sera, quoi. Parce qu'effectivement, je refais la corrélation avec la question de tout à l'heure. Effectivement, je pense que les personnes fragiles se protègent mieux. Et on prend d'autres dispositions. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. D'ailleurs, même pour les soignants, on s'est rendu compte au début de la pandémie, on est tombé comme des mouches au niveau des personnels soignants. Une fois que le masque était disponible pour tout le monde, la propagation s'est plus ou moins arrêtée au niveau du personnel. Donc les choses sont claires pour moi. Si tout le monde fait la démarche de porter le masque, on réduira la pandémie. Moi, je suis d'accord avec Monique. Surtout que maintenant, on est compté comme personnes vulnérables à cause de nos séquelles qu'on a eues. Donc, moi, personnellement, je me protège 2 fois plus, parce qu'on n'a aucun recul sur ce virus. On ne sait pas si on peut de nouveau l'avoir ou pas. Donc, on est plus fragile que les autres maintenant à cause de ça. Et du coup, on se protège plus. Alors, est-ce que ça veut dire que jusqu'à temps qu'on connaisse un petit peu la suite des événements, on devra le garder au quotidien? Est-ce que, comme par exemple dans les pays asiatiques, ça sera une véritable culture? On le portera quand on aura des symptômes, même un simple rhume? Alors, si vous permettez, moi j'aimerais juste dire que pour le soignant, c'est logique de porter le masque. Oui, c'est du quotidien aussi. C'est la prévention en permanence, quoi. Donc nous, ça ne nous choque pas plus que ça. Mais après, c'est vrai que pour le citoyen lambda, il a du mal à comprendre. Mais j'ai l'impression quand même que ça rentre tout doucement dans les habitudes, un peu comme la ceinture de sécurité. On rentre dans la voiture, tiens, est-ce que j'ai mon masque, je vais aller dans un magasin. J'ai l'impression que ça commence quand même un petit peu à se généraliser, quoi. On voit de plus en plus de gens masqués en ville. Enfin, je trouve. Voilà, c'est quand même une évolution. Je pense que de toute façon, clairement, le virus est toujours là et il circule, puisque c'est vrai qu'on teste de plus en plus, ce qui explique qu'on a des cas positifs. Comme disait le docteur, c'est vrai qu'effectivement, vous avez surtout une population jeune, qui n'est pas forcément vulnérable, mais à un moment donné, il faut penser à mettre le masque parce qu'on est entouré de personnes vulnérables, parce que, tout simplement, chacun a une maman, un papa, des grands-parents, et qu'à un moment donné, il va les voir et pour ces personnes-là, il faut y penser, il faut penser à les protéger aussi. Donc oui, je pense aussi que le masque était un bon ajout aux gestes barrières qui sont, eux, fondamentaux quand même. Et ça permet d'atténuer des charges virales qui passeraient par là, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on l'a vu, il y a énormément de protection, que ça passe du plexiglas dans les bureaux, des masques sur les visages, du gel sur les mains et bien sûr la distanciation entre les personnes. Les gestes barrières continuent d'être appliqués à grande échelle. Il est alors légitime de se poser une question et de se demander si ces protections sont utiles et efficaces. Alors, on a déjà en partie répondu sur ce plateau, mais on a quelques éléments de réponse supplémentaires avec la responsable de l'équipe hygiène des hôpitaux de Sarreguemines. Avec le port du masque généralisé et les différents types de protection, une question se pose. Est-ce efficace ? Difficile de répondre par oui ou par non, parce qu'il faut nuancer. À ce jour, aucune étude ne prouve l'efficacité du masque et aucune donnée existe sur les taux de contamination en l'utilisant. Mais il reste protecteur, car dans d'autres cas, il s'est avéré utile. Quand on est en période de grippe, le port du masque est efficace, quand on est à l'hôpital en tout cas. Dans les services clos, dans des services de soins, il est important quand même de porter son masque pour protéger le patient et pour se protéger soi. Idem en 2003 avec le SRAS, l'effet protecteur du masque et des mesures d'hygiène avait été prouvé. Une chose est sûre, le masque doit être couplé avec d'autres gestes barrières. Ce qui est important aussi, c'est d'insister sur l'hygiène des mains. C'est vraiment une chose qui est très très importante et c'est souvent, on oublie de se faire une hygiène des mains. Un autre facteur peut empêcher la performance des masques. Ils ne sont pas toujours portés correctement. On voit certains masques qui sont mal mis ou qui sont beaucoup touchés avec les mains. Après, on a des masques qui sont des masques qui sont faits maison, qui n'ont pas forcément la barrette autour du nez, donc pas forcément bien mis. Mais ce qui est important, c'est de ne pas toucher son masque.
Les chiffres démontrent une augmentation de cas positifs quotidiennement, qui peut s'expliquer par les dépistages plus nombreux. On a quand même beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, qui sont testés. Il semblerait, c'est entre guillemets, que le virus serait moins grave. On voit dans les hôpitaux, les cas sont quand même moins sévères qu'ils ne l'étaient au mois de mars, mois d'avril. C'est plus du tout la même chose. Et c'est déjà une petite victoire. Au moment de ce reportage, les hôpitaux de l'arrondissement ne dénombrent aucun cas grave en réanimation. Une réaction par rapport à ça? Je vous voyais réagir au fur et à mesure du reportage. Oui, ça confirme ce qu'on disait. Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a vu là des professionnels qui sont des hygiénistes, et j'ai découvert cette profession, et elle nous a vraiment été extrêmement précieuse, justement dans notre stratégie nouvelle qu'il fallait mettre en place. C'est des gens qui ont été au front, qui ont été en première ligne, et qui ont fait un grand travail de pédagogie aussi pour les équipes, et qui nous ont vraiment été très utiles. Je voulais juste leur rendre hommage aussi, parce que c'était quelque chose de nouveau aussi pour nous. Alors on l'a vu, différents types de protection, et puis c'est pas nouveau, c'est quand même un sujet un petit peu polémique, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Est-ce qu'il y aurait une protection plus efficace qu'une autre d'après vous? Moi, ce que je pense, c'est que pour moi la mesure phare, c'est la distanciation physique. Il faut aussi qu'on intègre ce réflexe de la distanciation physique. À partir du moment où on peut la préserver, je pense que c'est majeur. C'est l'atout majeur, c'est cette distanciation, pas sociale, il s'agit encore de se parler, mais physique. Et après, si on se retrouve dans un endroit où on ne peut pas aménager cet espace, là, le masque intervient, à mon sens, surtout dans les endroits clos, dans les transports en commun, bien sûr, mais aussi même sur les marchés ou dans les supermarchés, où les espaces sont grands, mais entre les rayons, souvent, on peut se retrouver à côtoyer les gens. Voilà. Donc, dans les magasins, dans les endroits clos, ça me paraît évident que le masque s'impose. Maintenant, quand on est tout seul dans sa voiture, j'ai du mal à saisir l'intérêt d'un masque. Quand on est en famille, en train de se promener en forêt, ça me paraît aussi assez compliqué de saisir l'utilité mais à mon avis la distanciation physique est la chose la plus primordiale et la mesure phare. Alors on arrive dans les dernières minutes de notre émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu des perspectives et de l'avenir, et si possible d'évoquer des choses positives quand même pour la suite, pour l'amélioration du système de soins. On a parlé du Ségur, j'aimerais en quelques mots qu'on rappelle ce que c'est et quelles ont été les grandes directives. Alors on a parlé de la revalorisation salariale, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui, il y a 4 gros piliers. Le premier est effectivement la revalorisation salariale, reconsidérer les métiers des soignants, effectivement, revoir effectivement aussi les grilles des salaires et la perspective, l'évolution de carrière. C'était quelque chose qui était le plus urgent, parce que c'est vrai qu'on était à la traîne. Et le Ségur de la santé a effectivement décidé de commencer par là, et je trouve que c'est tout à fait normal. Donc c'était bien. Comme vous le disiez, on a mis des milliards, je crois qu'il y a plus de 8 milliards d'euros par an qui concernent juste cette revalorisation salariale, c'est-à-dire qu'on a un socle pour toutes les personnes travaillant à l'hôpital, que ce soit des soignants ou non, qui auront un socle de 183 € net par mois. Là-dessus, comme on a une vraie évaluation de la grille de salaire, on rajoute encore environ 30-35 € de plus. Donc, grosso modo, ils ont 200 € de plus par mois en net. Et puis ensuite, vous avez effectivement des perspectives de carrière qui peuvent être intéressantes, des formations, des heures supplémentaires qui peuvent être proposées, qui sont, elles, abondées à 50% supplémentaires aussi. Donc voilà, ça, c'était quelque chose d'important pour toutes les personnes, que ce soit des agents hospitaliers, finalement, quel que soit leur statut. Également dans les EHPAD, c'était la même chose. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est l'organisation. On a un petit souci de micro, vient de me dire. Je suis vraiment désolée. Le temps que vous mettiez en place, excusez-moi, je me tourne vers vous, Monique François. Qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour améliorer le système de santé? Pour l'instant, l'urgence, ce sont les conditions de travail. C'est l'organisation, j'allais y venir justement. Je peux revenir par rapport au Covid. Il faut savoir qu'au moment du Covid, les moyens ont été déployés. On a donné des moyens aux soignants pour faire leur travail du mieux possible.
Avant le Covid, c'était déjà très tendu, hein, au regard des manifestations qu'on faisait devant l'hôpital et tout, parce qu'on a été quand même, on a subi des restructurations, puisqu'on avait des problèmes de déficit financier. Donc en 2010, on nous a supprimé 60 postes, on nous en a supprimé d'autres il y a quelques années, ce qui fait qu'il y a des restructurations comme la chirurgie, elles sont en grande difficulté parce que les infirmières doivent avoir différentes casquettes, hein, elles doivent gérer toutes les spécialités de chirurgie, et en même temps on a réduit les personnels. Et donc, maintenant qu'on est passé par le Covid, on nous redemande de retravailler de la même manière. C'est plus possible. Donc moi, j'exhorte vraiment ma direction de faire appel à l'ARS. Hein, j'en ai déjà parlé hier en réunion, parce qu'en peu de temps, là, il y a 2 services qui nous ont interpellés sur leurs conditions de travail, qui n'en peuvent plus. Et il faut vraiment apporter, il faut donner de la latitude à nos directions pour qu'ils puissent à nouveau embaucher, qu'on leur donne des moyens financiers. Oui. Il y a une prévision d'embauche qui est importante pour les soignants. Déjà, au niveau des postes pour les formations, par rapport aux aides-soignantes, pour entrer en formation, on va doubler ces possibilités, ces postes de formation d'ici 3-4 ans, elles seront doublées. Au niveau de l'IFSI, donc des infirmiers, dès cette rentrée, on augmente de 2000 postes, qui entrent en formation pour être infirmiers. On va effectivement recruter 15 000 emplois pour déjà pourvoir aux postes vacants. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait dit qu'il était prêt à aider les hôpitaux qui ne peuvent pas se permettre, lorsqu'il manque des soignants, et qui ne peuvent pas se permettre dans leur budget, effectivement, de les aider. D'autant qu'il y a la dette dans une liste d'hôpitaux qui sont endettés. On aura une prise en charge de la dette par l'État, d'une partie de la dette par l'État, qui va pouvoir être plus simple à gérer ensuite pour l'hôpital. Hein. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui est prévu, plus également les infirmiers en pratique avancée. Hein. Peut-être me répéter, mais nous, ce qu'on attend, c'est dans l'immédiat, vous comprenez ? Parce que, effectivement, il y a 7500 postes vacants qui peuvent être pourvus, et une création de 7500 postes. Mais au jour d'aujourd'hui, on a une difficulté à recruter, ça c'est un aspect, mais en même temps aussi, nos directions nous disent on ne peut pas recruter parce qu'on n'a pas les moyens, alors qu'il y a des services qui sont vraiment en souffrance. Et qu'est-ce qu'il en découle ? C'est la qualité et la sécurité du soin. Sécurité du soin, ça c'est indispensable. Donc nous, vous voyez, on continue de revendiquer. Non, mais je comprends. Après, alors ça, c'est les directives dues au Ségur. Hein. Alors, excusez-moi, on se connaît, donc on parle. Mais bien sûr. Mais après, effectivement, il faut que ça redescende au niveau des ARS, territoriaux, et puis effectivement, des hôpitaux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est acté. Ça a été décidé. Il y a ce pilier d'organisation, de recrutement qui va aller avec, de financement supplémentaire qui va aller avec. C'est vraiment c'est fondamental, et ça va être un vrai accélérateur pour notre système de santé. Alors j'ai une question qui vient d'arriver, excusez-moi, de Michel, qui est pour vous, Nicole Triss. Des ouvertures de lits sont-elles prévues pour les hôpitaux de Sarreguemines ? Alors il y a une possibilité sur le plan national de 4000 ouvertures de lits en fonction des nécessités. Lorsqu'on est par exemple en période épidémique, lorsqu'il y a ce genre de choses comme il nous est arrivé et qu'il faut ouvrir des lits, effectivement, ça paraît logique que maintenant on fasse plus attention au territoire. Hein. Chez nous, c'était important quand même. Donc, est-ce que c'est prévu à Sarreguemines ? Je ne pourrais pas encore vous dire. Moi, je vais avoir l'ARS prochainement, et je pense que je pourrais aussi en discuter avec M. Kneip. Mais il y a cette possibilité dans les GHT d'ouvrir. Ce serait des lits ce serait en fonction de la demande. Ça ne convient pas trop sur l'histoire de la demande. Parce qu'on est quand même souvent en saturation, hein, on est obligé de transférer. Mais il faut que le directeur, là c'est l'hôpital, enfin le GHT ou l'hôpital, puisque chez nous il y a Efforbach et Sarreguemines, l'hôpital fasse la demande. Oui, bien sûr. Et le CHS. Oui, mais bon, Sarreguemines, pour moi, je compte Beach, CHS et puis l'hôpital général, bien sûr. Mais il faut aussi qu'ils fassent la demande déjà, qu'ils argumentent, et puis il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, s'il y a une nécessité, moi je suis prête à soutenir, bien sûr. Enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est une possibilité, il faut. Non, mais bien sûr, s'il y a une possibilité et si c'est justifié, il n'y a aucune raison qu'on ne se batte pas pour ça aussi.
On s'est bien battu pour l'hôpital de proximité à Bitche, qui est maintenant pérenne. Je veux dire, non, il n'y a pas de... Alors il nous reste 3 minutes, enfin un petit peu moins de 3 minutes. J'aimerais, pour conclure un petit peu sur tout ça, si vous êtes d'accord ou pas, j'ai retenu 3 mots: anticipation, réactivité et proximité. Qu'est-ce que ça vous évoque? Très rapidement, on fait un tour de table, peut-être en commençant par vous, Tiffany. Maintenant, personnellement, le personnel soignant, en tout cas, il est prêt, en tout cas. Prêt, oui, avec les moyens, tout ça. Après, peut-être moralement, ce que je disais, peut-être pas aussi près, autant près, ce qu'il disait le docteur. On devrait vraiment nous aider, les personnes soignantes, psychologiquement, parce que ça, pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais je pense qu'on est au clair. Monsieur Tripsch? On a fait preuve de réactivité, on a fait preuve de créativité. Je pense qu'on peut encore y arriver, même si ça sera peut-être un petit peu différent. J'espère qu'on sera plus soumis aux mêmes conditions de travail qu'on a connues il y a quelques mois. J'ai plutôt un naturel optimiste, donc je pense qu'on arrivera quand même à gérer les choses différemment. Après, il faut qu'on en tire les leçons et puis peut-être éviter effectivement qu'on retombe dans les mêmes travers qu'on a connus par le passé, effectivement avec cette lourdeur, avec ces difficultés qui se sont entassées, peut-être faire plus confiance aux acteurs locaux, les acteurs de terrain, sur le territoire. Hein, c'est quand même une leçon de cette crise, d'avoir pu prouver quand même qu'on était capable aussi de réfléchir et d'agir sans forcément appliquer à la lettre des directives qui viennent de on ne sait trop où et puis qui sont un petit peu éloignées du terrain. Alors, je vous coupe, je vous passe maintenant la parole à Monique François. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Moi, je dirais vive le service public. Très bien. Nicole Triss, pour terminer. Tout ce qui a été dit est tellement important et tellement vrai. Moi, je dirais simplement que puisqu'on est à remercier, à rendre hommage, bien sûr, aux services publics, aux hôpitaux, et aux personnes qui ont toutes travaillé. Moi, je voudrais rajouter un hommage à toutes les personnes qui étaient également en 2e et 3e ligne. Moi, je pense aux caissières, aux agriculteurs, aux chauffeurs routiers, aux pompiers, aux forces de l'ordre. J'en oublie probablement et qu'on m'excuse, mais je trouve que c'était une chaîne humaine qui allait du plus flagrant, qui était de sauver des vies, et on le voyait, à la personne qui était derrière, au fin fond, dans les coulisses, et qui a aidé, et qui a donné aussi. Et puis, ça sera malheureusement notre dernier mot, puisqu'on est vraiment encore très juste. On va devoir couper. Je voudrais juste remercier l'Allemagne qui nous a aidés également à sauver des vies en prenant des patients de RIA. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, il est temps pour nous de terminer cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.